La nouvelle fait immédiatement la une des journaux et se répand dans le monde entier. Bien, nous allons pouvoir commencer maintenant que nous avons un micro. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux, une fois de plus, à cette 14e édition des Causeries du Palais dans le cadre du festival Simenon. Vous avez grand mérite parce que le soleil est enfin apparu, donc vous pourriez avoir la tentation d'aller batifoler à l'extérieur. Eh bien non, vous êtes là, studieux, c'est bien. Alors hier, donc le thème des causeries de cette année, vous le savez, c'est la criminalité organisée, puisque à partir de l'œuvre de Simenon, en fait, nous déclinons des sujets qui ont été abordés par ce grand auteur. Je rappelle quand même pour ceux qui n'étaient pas là hier que la criminalité organisée dans le monde, alors c'est une définition un peu vague qui a fait l'objet de débat, parce qu'à partir de quand y a-t-il crime organisé? Ben, sans doute à partir du moment où il y a deux personnes qui décident de commettre un méfait. Mais enfin, cette criminalité organisée, quand on utilise ce vocable aujourd'hui, on pense aussi à une criminalité mondialisée. Cette criminalité mondialisée, alors les estimations c'est à la louche, mais enfin on prétend que ça fait 1500 milliards d'euros à peu près de chiffre d'affaires annuel, et que s'il s'agissait d'un État, je le disais hier, mais je le répète, il serait éligible au G8. Vous voyez un peu la dimension de l'affaire. Donc, bon, les différentes activités, vous les connaissez, la drogue, les trafics divers, les trafics d'êtres humains, les marchés truqués, etc., etc. On va vous en parler tout au long de cette matinée. Mais avant de commencer, je voudrais une fois de plus remercier ceux qui nous hébergent, c'est-à-dire les magistrats et le personnel de ce palais de justice, parce que je crois quand même que le succès de ces causeries du palais, ça tient au talent des intervenants, mais ça tient aussi au lieu où elles se déroulent, qui est un lieu emblématique. Donc je remercie plus particulièrement le président de ce tribunal, Pascal Almy, le procureur, ainsi que tout le personnel, Madame Mercier, Fabien et tous ceux qui œuvrent pour que ces journées se passent le mieux possible. Alors ce matin, nous avons 7 intervenants, donc c'est beaucoup. Donc je leur demanderai évidemment de pas faire trop long, hein, autour d'une vingtaine de minutes. Bon, si vous dépassez d'une minute, on vous enverra pas au bagne, mais enfin 3 minutes, là, les sanctions seront épouvantables. Alors je vais pour commencer passer la parole à mon voisin de gauche, qui en fait qui va vous livrer son propre témoignage, parce que comment dire les choses, disons que il ne l'est plus bien sûr, sinon il ne serait pas là, il fut un peu un praticien, quoi. Bon, voilà. Et il a davantage fréquenté ce genre de salle de l'autre côté de la BAC que de ce côté-là. Voilà. Il est aujourd'hui rangé des voitures, comme on dit, depuis un certain temps. Il est commerçant à Paris. Il a 2 restaurants, si je suis bien informé, qui, paraît-il, sont très bien. Je n'y suis jamais allé, mais je ne désespère pas d'être invité un jour. en payant l'addition, bien évidemment. Je vais donc lui passer la parole en lui demandant de se tenir à peu près dans les 20 minutes que nous avons recommandées. Gérard Vincent. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors vous demandez qu'est-ce que je fais là, moi? Parce qu'il parle de voyous international et machin. Moi, j'ai rien fait d'international. Hein. Moi, ça s'est passé entre la rue, le commissariat et le palais de justice. Mais bon, j'entends des mots, la mafia organisée, moi. Déjà, quand on vous dit association de malfaiteurs et bande organisée, c'est que les mecs qui sont pas très organisés s'ils se font arrêter, quoi. C'est déjà un truc qui m'a toujours choqué, quoi. Bande organisée, on les a tous arrêtés. Vous appelez ça organisé, vous? Mais bon, eux, ça fait bien, ils mettent organisé. Ensuite, un truc qui est amusant, c'est que
Quand ils vous arrêtent, parce que moi j'ai eu plusieurs fois association de malfaiteurs, bande organisée, moi je vais vous dire qu'est-ce que c'est une bande organisée pour la magistrature et la police. C'est-à-dire j'ai une montre, je la vends à Robert. Robert revend la montre à Jeannot. Jeannot la revend à Pierre. Quand ils ont arrêté tout le monde, ils ont arrêté une bande organisée. J'ai pour vous dire s'ils sont forts quand même. Et la montre, elle est chez Robert, et la femme de Robert qui l'a au poignet, elle va en prison pour bande organisée. Ensuite, vous avez autre chose. Ils vous arrêtent pour vol. On est 3, on a volé. Ça leur suffit pas. Il faut qu'ils filent du boulot. Ils ont besoin de donner du travail à leur greffière. Elle ajoute bande organisée. Association de malfaiteurs. Cette connerie, si on fait des affaires tordues, c'est qu'on est malfaiteurs. Je vois pas pourquoi ils marquent association de malfaiteurs. Voilà. Ça, je voulais vous le dire parce que ça fait des années que je me suis toujours dit, ils ont besoin, on dirait que c'est un plus. Vous savez, c'est un galon. Ils mettent association de malfaiteurs, ça fait mieux. Et puis en plus, ça leur permet de faire du chantage. Parce qu'ils prennent un type et puis ils lui disent, si tu dis pas la vérité, ta femme, on va la mettre dans l'association. Si tu dis toujours pas la vérité, ta belle-mère, on va la mettre dans l'association. Et si jamais tu dis rien, ton cousin, rien, on va le mettre dans l'association. C'est à ça que leur sert le mot association de malfaiteurs en bande organisée. Ça fait énorme, quoi. Moi, j'ai été mis en examen 3 ou 4 fois dans ma vie pour association de malfaiteurs. Et alors, je vais vous étonner, les mecs qui étaient dans mon dossier, je ne les connaissais pas. C'est-à-dire que j'étais associé malfaiteur avec des types que je n'avais jamais vus de ma vie. Mais pour eux, c'est dans le même dossier, puis ça fait bien, ça fait... Le juge, il est important, il a un dossier d'association de malfaiteurs quand même. Il n'a pas un dossier de 3 voleurs. Il a un gros dossier d'association de malfaiteurs. Ça, je voulais vous le dire. Ensuite, moi, par exemple, je vais vous prendre mon cas. On m'a souvent reproché mon passé, ce que j'ai fait. Mais je me suis sacrifié, messieurs, dames, moi. Moi, j'ai toujours laissé ma place à un père de famille qui avait besoin de travailler, qui avait des enfants. J'ai jamais eu le culot de prendre le boulot d'un mec qui avait besoin de nourrir une famille. Et ça, quand même, on n'a jamais été reconnaissant de ça. Je vous dirais même mieux, on me l'a reproché. Quand j'étais plus jeune, j'arrivais à me dire, oui, vous ne travaillez pas. Je dis, mais monsieur le juge, je laisse ma place à un père de famille. Quand vous avez un type qui a 3 gosses, qui n'a pas de boulot, je vais quand même pas, moi, lui prendre son boulot, quand même. Et ça, la justice, ils n'aiment pas trop, quoi. Ils voudraient tous que tout le monde travaille. Voilà. Ensuite, quand on m'a donné le sujet, la mafia internationale, machin. Moi, je connais pas tout ça. J'ai connu un peu en prison quelques mecs qui étaient soi-disant internationaux, mais moi, j'en ai jamais vu. Nous, on était une équipe à Paris, on travaillait un peu en province, un peu partout, mais on n'allait pas en Amérique du Sud. Et puis, vous savez, il y a une grande différence. Il y a les voyous et les commerçants. Tous les mecs qui font la drogue, c'est pas des voyous, c'est des commerçants. Faut pas oublier, ils achètent 10 grammes, ils en vendent 15 grammes, ils en revendent à l'autre. Nous, on n'a jamais vendu de ce genre de merde. C'était pas notre monde, ça n'existait pas. Et tous les vieux de mon âge qui ont voulu se reconvertir dans la canne, ils ont tous fini en prison. Parce qu'il faut être né là-dedans, il faut connaître ça depuis tout le monde. Ils ont vendu du shit, après ils ont passé un estage au-dessus. Hein. Quand un vieux con, parce qu'on vous dit, il y a 2 kilos qui arrivent, tu vas gagner du pognon, en principe, 3 semaines après, il finit en prison, quoi. C'est pas son monde, ou alors on lui vend du tac, et il croit qu'il a fait l'affaire du siècle, quoi. C'est à peu près... tous les types, je vous dis, qui ont mon âge, qui ont voulu faire ça, ça s'est toujours très très mal passé, quoi. Après, on vous dit, il y a les parrains qui sont derrière. Ceux qui dirigent de loin, qui dirigent de là. Pourquoi ils les arrêtent pas, eux? Comment? Le mec, il a un château, il a une villa, il a un yacht, il a un cigare comme ça, mais personne ne l'arrête. Mais le pauvre môme qui vend 3 barrettes de shit, celui-là, il le trouve au coin de la rue, quoi. C'est pas tellement difficile à comprendre. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, que je vienne ici, ça m'épate. Je vous l'avais dit il y a 2 ans, d'être assis là, déjà, c'est extraordinaire. J'ai toujours été dans le bocal. Moi, ils m'ont toujours pris pour un poisson, ils m'ont filé dans le bocal. Ils avaient toujours peur. Parce que vous vous rendez compte que quand vous êtes jugé, vous êtes dans la cabine de téléphone.
Alors, il y a ça qui me choque aussi. Et la deuxième chose, c'est pourquoi le procureur est en hauteur, quoi. Puisque la justice doit être à égalité. Il y en a un qui est par terre sur le plancher qui salit sa robe, et l'autre qui est en hauteur. Et on appelle ça la justice. Alors, on m'a dit que c'est une erreur de menuisier. Mais... ben là, mais le menuisier, ils auraient pu quand ils font des travaux, ils pourraient peut-être remettre tout à niveau, non? Parce qu'il y a un tout nouveau palais de justice. Moi, je croyais qu'ils allaient mettre le procureur à la même hauteur. Non, 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 il est toujours plus haut. C'est ça qui est... Voilà. Ensuite, je ne sais pas quoi trop vous raconter, parce que d'abord, j'avais rien prévu. Et puis, ben non, parce que dès qu'on commence à me parler de truands international, de cartels, de je sais pas quoi, de tout un système là, que quand vous êtes en prison, vous voyez que des pauvres mecs qui sont tombés pour 500 grammes de shit. J'en ai pas vu beaucoup, moi qui étais là pour le cartel international, qui était venu avec des... Si, j'ai connu un routier qui avait eu une tonne de shit dans son camion et qui s'était couré de périphérique et il s'était fait arrêter. Là, je l'ai connu, oui. Mais sinon, j'en ai pas vu beaucoup de tous ces gens qu'on parle là, de la grosse mafia qui est devenue... Hier, il parlait de stagiaires, carrément. On dit plus des voyous maintenant, on dit commerçants stagiaires maintenant. Voilà. Et puis, il y a une autre chose que je voulais vous dire, c'est que on entretient tellement ce système de la drogue, de la cam, de tout ça. C'est vrai qu'il y a du pognon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oseille, c'est vrai qu'ils gagnent beaucoup d'argent, les mecs qui font ça, mais ce ne sont pas du tout des voyous. C'est ça que je veux dire. Ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. C'est un monde de pourris, c'est un monde... Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de parole, il n'y a rien, ils se balancent tous entre eux. Chez nous, moi, quand j'étais plus jeune, celui qui balançait, ça se passait très mal. Aujourd'hui, presque, on lui file une médaille, quoi. Aujourd'hui, plus il va balancer, et plus il va être respecté. Puisqu'il se balance pour prendre des territoires, l'autre, il balance l'autre pour prendre le territoire à l'autre. C'est pas le même monde. C'est ça que je voulais dire. Et comment vous expliquer ça? C'est que même la police n'a plus du tout les mêmes techniques. C'est autre chose. Maintenant, les flics, ils passent des heures, si on leur invente un truc fabuleux, ça s'appelle le portable. Un flic sans portable, c'est un aveugle. Les portables, les écoutes, maintenant ils vous mettent des pipes dans les voitures. Je sais même pas si je serais resté en liberté quand j'étais jeune, moi, s'il y avait le matériel qu'ils ont maintenant, quoi. Là, maintenant, c'est plus des flics, c'est des robots, quoi. Alors, entre les scientifiques, les téléphones, je me demande pourquoi ils font l'école de police, quoi. Pour leur apprendre à lire des écoutes, c'est plus nécessaire, quoi. Voilà. Ensuite, comme j'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter sur ce fameux grand banditisme, je vais juste vous raconter un petit truc qui me fait plaisir et puis que je vais improviser juste pour vous faire plaisir. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds ici, je ne savais pas du tout ce que j'ai venu faire et ce qu'un mec comme moi pouvait faire ici. Alors, j'ai déboulé comme ça, en me marrant, en rêvant. J'ai dit, tiens, je vais aller au Sable d'Olonne, je vais aller au bord de l'eau, je vais me reposer. Et puis, on m'a dit, tu vas rencontrer des flics, des juges et des poulets. Là, j'ai eu le cœur qui tapait, je vous le dis pas, je tremblais. Et puis, je m'y suis mis quand même dans l'idée. Je me suis mis dans l'idée que c'était peut-être bien de voir des mecs qui m'avaient piqué ma liberté. Et puis je suis rentré dans une salle de justice où j'ai jamais aimé rentrer, à part attaché bien entendu. Et puis, quand j'ai vu tous ces gens qui m'écoutaient, je me suis dit, tiens, je suis peut-être pas si paumé que je le croyais. Alors je voudrais remercier de m'avoir écouté. Merci. Merci Gérard Vincent, qui est très talentueux, hein, franchement, c'est du Audiard. Puis il nous a quand même, il a mis le doigt quand même sur des problèmes importants, la nécessaire révision du code de procédure pénale pour la définition d'association de malfaiteurs. Il a souligné le caractère altruiste de sa démarche, puisqu'effectivement, il évitait de prendre le travail des autres. Et enfin, le distinguo subtil entre voyous et commerçants. C'est pas faux, d'ailleurs.
Et puis, ce cours de déontologie, finalement, c'est plus ce que c'était, quoi. C'est comme le reste, c'est comme l'école, l'armée, la police, la magistrature, tout fout le camp. Non, mais merci d'être venu témoigner, parce que, a priori, c'est vrai que la première fois, ça devait pas être... c'était un peu incongru de franchir la porte de ce palais de justice. Donc, merci.